À la une de Smart Tech aujourd'hui, je vous l'ai dit, on va parler de la crise géopolitique véritablement sur l'approvisionnement en semi-conducteurs, à savoir ces puces électroniques dont on a besoin cruellement aujourd'hui dans tous nos appareils électroniques. On va en parler avec Mathieu Duchâtel, directeur du programme Asie à l'Institut Montaigne. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous débattrez donc tout à l'heure de ce sujet. On va plutôt essayer de le décrypter d'ailleurs, ce sujet de la crise des puces électroniques avec Christelle Erémian, journaliste à la revue spécialisée électronique. Mais d'abord, nous allons écouter ensemble Ingrid Zollner qui va nous parler d'un sujet hautement d'actualité, la Coupe du Monde au Qatar qui est sous le feu des projecteurs du côté du monde numérique pour ces applications espionnes. En tout cas, c'est comme ça qu'elles ont été désignées par certains experts de la sécurité. Bonjour Ingrid. Bonjour Delphine. Je rappelle que vous êtes membre du comité exécutif de Tetris. Tetris, c'est vraiment notre pépite française dans la cybersécurité, un éditeur donc de solutions contre le cyberespionnage justement et le cybersabotage. Est-ce que déjà, dans ce contexte de Coupe du Monde, on est aujourd'hui dans un contexte à fort risque en matière de cybersécurité ? Oui, clairement. Alors, contexte de Coupe du Monde et même plus largement, tout le contexte dont on parlait au tout début, les tensions géopolitiques au sens large font que, d'un point de vue cybersécurité, il y a de gros enjeux en ce moment. Ça ne fait qu'être croissant donc, dans ce secteur. Exactement. Et alors, si je reviens à la Coupe du Monde, on attend plus d'1 million de fans dans cet événement. Et pour ce qui est des ressortissants français, en tout cas, on a l'autorité de protection des données personnelles, la CNIL, qui a demandé aux Français d'être particulièrement vigilants avant de se rendre au Qatar. Parce que quand on arrive sur le sol, il faut installer 2 applications. Or, ces applications peuvent être problématiques. Est-ce que vous les désigneriez, ces 2 applications, comme des applications espionnes, vous ? Alors, elles sont requises, en effet. Elles sont étatiques ou fortement, obligatoires, d'ailleurs rendues obligatoires par l'État. En effet, de là à dire qu'elles sont espionnes, c'est compliqué parce que cela impliquerait d'accuser finalement une nationalité, un État, de fait dire qu'il y a des missions d'espionnage derrière ces 2 applications. Ouais. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'au Qatar, on n'a pas du tout les mêmes règles de protection des données personnelles qu'en Europe. Exactement. Donc, ces applications ne sont pas régies par les mêmes règles qu'en Europe, clairement. C'est la raison pour laquelle la CNIL, mais d'autres pays aussi, d'autres autorités similaires à la CNIL. En Allemagne également, oui. J'ai vu l'Irlande, j'ai vu l'Allemagne, j'ai vu pas mal de pays inciter à la prudence sur les voyages dans certaines zones, même pas que le Qatar, mais dans certaines zones. Et là, en l'occurrence, la CNIL recommande donc de prendre un téléphone vierge, presque à usage unique, pour ce voyage. Pourquoi ? Parce que ces apps qui sont donc requises, l'une globalement pour le tracking. Déjà, ça c'est un premier point quand même qui est assez original, d'imposer à toute personne rentrant sur le sol qatari de télécharger 2 applications. Alors ça, c'est plutôt assez inédit. Alors, il y en a une, c'est pour les identifier finalement comme des fans, comme des supporters de la Coupe du Monde. Ouais. C'est l'application Aya. Et puis, il y en a une autre qui gère le suivi de l'épidémie Covid-19. C'est ça. Bon, dans le contexte actuel, le contexte sanitaire que l'on subit aussi depuis 2-3 ans, finalement, imposer un suivi du Covid, notamment, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. D'accord. Après, il y a des pays où on peut aller avec un justificatif papier. Oui. Bon, il y a des pays où il faut absolument une app. Cette app, en l'occurrence, pour celle que l'on doit installer pour le Qatar, effectivement, demande beaucoup d'accès à beaucoup de paramètres et de données personnelles qui sont présentes sur le téléphone, et ce, potentiellement de façon qui peuvent être jugées abusives. Parce que pour fonctionner, elles ont besoin de quoi, ces applications ? Qu'est-ce qu'elles vont chercher comme information ? En théorie pure, pour une application Covid, c'est votre identité, de façon certaine votre identité, date de naissance, lieu de naissance probablement, pour garantir vraiment votre identité, les preuves de vaccination ou de précédente contamination Covid, etc. Là, en l'occurrence, demander l'accès à vos photos, ou vos documents téléchargés sur le téléphone, parce qu'effectivement, un certificat de vaccination est un des documents présents potentiellement sur le téléphone, mais du coup, cela donne accès à potentiellement à l'ensemble des documents du téléphone. Donc finalement, une application, en tout cas pour celle-là, assez légitime sur l'usage, dans le sens où contrôler l'épidémie est important. Bon, exiger de façon digitale, d'exiger de façon application est un petit peu, potentiellement, pourrait être fait différemment. Mais qui
à chaque fois, va un tout petit peu trop loin par rapport à ce que nous, en tout cas, en tant qu'Européens, on ressent comme étant potentiellement de l'espionnage. Alors, est-ce qu'on est, parce qu'on peut s'en inquiéter ou pas, en se disant, bah, finalement, moi, je suis un supporter de foot, enfin, je ne suis pas très intéressant à espionner. Oui, alors c'est le gros... Est-ce que nous sommes des cibles pour le cyberespionnage, nous, chacun d'entre nous? Alors, on pense tous qu'on a, en tant que particulier et pour nos loisirs en plus, absolument aucun intérêt. C'est un leurre complet. Il ne faut pas, bien entendu, virer à la paranoïa. Néanmoins, toutes nos données sont très intéressantes pour une certaine population qui travaille dans le dark web et qui manipule nos données. Pourquoi ? Parce que... Ouais, en quoi elles sont intéressantes? En quoi elles sont intéressantes ? Par exemple... je n'ai pas encore ma place pour la Coupe du Monde. Je voudrais vraiment y aller. Bizarrement, je reçois parce que je m'intéresse au foot, parce que je consulte des choses sur le foot, parce que peut-être j'ai des applications de jeux gratuites sur mon téléphone autour du foot. Je reçois une notification qui me dit billet gratuit, gagner un billet gratuit pour la Coupe du Monde de foot. Hyper tentant, bien entendu, si toutefois je suis dans la cible. Je clique, et là on me demande mon nom, mon prénom et de mettre un mot de passe par exemple. C'est compliqué les mots de passe, donc je vais réutiliser un mot de passe que j'ai déjà mis ailleurs. Ce mot de passe que j'ai déjà mis ailleurs, finalement, cette application fausse qui prétend m'offrir quelque chose, les gens qui sont derrière peuvent complètement récupérer ce mot de passe, le recroiser avec mon nom, mon prénom, se rendre compte que c'est le même mot de passe que celui que j'utilise pour un site marchand. Sur ce site marchand, j'avais enregistré ma carte bleue, etc., etc., etc. Donc, alors ça, c'est à des fins criminelles. Là, ce que vous me décrivez, c'est pour récupérer des données qui vont me permettre de réaliser des achats ou d'aller puiser dans des comptes en banque. Ça, c'est à des fins criminelles. Le cyberespionnage, on l'imagine beaucoup plus politique ou économique peut-être, mais pas uniquement pour voler des gens ou aller voler dans le porte-monnaie ou les comptes en banque. Il y a effectivement deux gros axes et qui parfois se mélangent. Toute la dimension criminalité, récupérer de l'argent ou extorquer des fonds sur des comptes personnels ou d'entreprise d'ailleurs, et de l'autre côté, récupérer des secrets d'entreprise. J'utilisais l'exemple de donc ma carte bleue sur mon site marchand et on récupérera ma carte bleue, mais sur mon téléphone ou avec mon mot de passe que j'aurais donc rentré sur ce faux concours pour gagner une fausse place de foot, mon mot de passe, si ça se trouve, je l'aurais également utilisé pour ma messagerie professionnelle. Et donc, moi, je ne suis pas très intéressante, mais si je m'appelle, je suis patron d'une grande entreprise et j'ai utilisé ce mot de passe ailleurs, par exemple, il peut servir à accéder, à rentrer dans les réseaux des entreprises. Et donc, toutes ces menaces qui pèsent sans être très bien identifiées, aujourd'hui, elles pèsent sur chacun d'entre nous parce que potentiellement, on peut être le salarié ou la porte d'entrée à une entreprise. Et on voit effectivement comme c'est galopant au niveau du cybercrime, tous ces rançongiciels. Aujourd'hui, par exemple, Tetris, vous êtes une pépite française parce que vous proposez un outil qui permet de lutter contre ce cyberespionnage. Qu'est-ce qu'on a comme arme pour se protéger ? En tant qu'individu, et même en tant que collaborateur d'ailleurs, la première des règles, c'est de mettre à jour ces appareils. Pourquoi ? Parce que dans le code on l'a encore eu hier, d'ailleurs on a encore reçu nous une alerte en interne dans notre entreprise, mettez à jour votre iPhone si vous en avez un professionnellement, mettez à jour Chrome et mettez à jour encore une autre application Firefox de mémoire. Pourquoi ? Parce que le code avant la mise à jour, le code à hier matin, avant que je mette à jour mon ordinateur en quelque sorte, comportait potentiellement des failles qui avaient été relevées par des hackers éthiques, en l'occurrence, des gens éthiques qui avaient constaté qu'il y avait un trou, qu'il y avait une possibilité de rentrer dans le code de cette application et de finir potentiellement par accéder à nos réseaux d'entreprises, etc. Et donc ces hackers vont prévenir les éditeurs de logiciels de la faille existante qui permet à chacun de la corriger. Exactement. Donc les hackers éthiques. Oui. Maintenant, bien entendu, il y a tous ceux de l'autre côté qui n'ont pas les mêmes intentions, qui auront auparavant constaté ou exploité la faille. Donc c'est la raison pour laquelle, en tant que collaborateur ou particulier, en un, mettre à jour ses appareils, et en deux, en tant qu'entreprise, bien entendu, une solution qui permet de détecter et bloquer les cyberattaques en temps réel. C'est ce qu'on promeut, nous, et ce qu'on met en place chez Tetris, que ce soit d'ailleurs sur téléphone, puisqu'on parlait des téléphones au départ, ou sur les ordinateurs, les serveurs, les réseaux, etc. Pourquoi ? Parce qu'une attaque, ça va super vite à se déployer. Comment est-ce que parce que vous êtes spécialisé dans la lutte contre le cyberespionnage, comment est-ce qu'on différencie ces menaces entre une cyberattaque criminelle, on va dire mafieuse, et une cyberattaque de l'ordre du cyberespionnage ? Finalement, nous, on les analyse d'un point de vue technique, et d'un point de vue technique, c'est sur la fin du parcours qu'il y a une différence.
Par exemple, le criminel rentrera sur le poste de travail, verrouillera les ordinateurs. Donc ça, c'est une attaque que l'on pourrait dire de sabotage, ransomware, etc. Est-ce que derrière, il y aura fuite de données, donc espionnage, et à quelle fin potentiellement, donc, comme on disait tout à l'heure, extorsion de fonds ou faire sortir mes secrets industriels ou mes secrets d'État, etc., etc. C'est plus sur la fin du film, presque, que se joue la différence. Et le point sur lequel on se positionne chez Tetris, c'est de dire... Enfin, nos experts, bien entendu, analysent tout le film, on va dire, du début à la fin de l'attaque. Maintenant, nous, notre position est de dire, laissez pas rentrer l'attaque, et donc bloquez-la dès le début, neutraliser l'attaque avant qu'elle ne puisse faire des dommages. Donc dès l'entrée, dès qu'on constate quelque chose de suspicieux, dès qu'on constate que quelqu'un exploite la faille dans les logiciels non mis à jour, par exemple. Et donc là, ce qu'on va donner comme conseil à ceux qui veulent se rendre au Qatar pour suivre la Coupe du Monde en direct, eh bien, c'est de partir avec un téléphone aussi vierge que possible. Exactement. Et de désinstaller toutes les applications au retour à Paris. Exactement. Éventuellement, il y a moyen de faire un diagnostic avant-après sur son téléphone. Si on utilise un téléphone qui n'est pas vierge, il y a moyen, on le fait, de faire un diagnostic avant-après et de constater potentiellement. Oui, parce qu'un smartphone, ça se sécurise comme n'importe quel autre appareil électronique. Exactement. Et dans l'électronique, il y a les puces. Et ça va être le prochain sujet à la une de Smartech.